Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Mon nom est Pasquale Vari. Je suis chef enseignant à l'ETHQ en cuisine italienne et aujourd'hui vous êtes chez nous pour un masterclass, une classe des maîtres sur la cuisine italienne avec des produits qui sont formidables. Ce cours de cuisine est une organisation organisée par la Chambre de commerce italienne au Canada et initiée par Vin et Travel Italia. Quelque chose dans ce style-là. Je ne suis pas toujours trop bon à animer, mais je suis mieux en cuisine. J'ai le grand bonheur aujourd'hui d'avoir avec moi la coprésidente de Mini Italia, Patricia Acuto. Bonjour Patricia. Bonjour Pasquale, merci de nous accueillir ici aujourd'hui dans ta merveilleuse cuisine. Je me présente, mon nom est Patricia Occhiuto, je suis la coprésidente des importations Mini Italia et puis je suis aussi membre de la famille propriétaire de l'Abbé des Fromages. Alors nous sommes une famille en importation, distribution et vente de produits alimentaires italiens spécialisés. Je suis très heureuse d'être partenaire à cet événement qui promet. Et puis, je suis aussi très contente d'être partenaire avec les importations Papy, le Café Pellini, l'eau minérale Lurisia et les biscuits Aureliette, qui sont aussi partenaires de l'événement. Tous des bons produits qu'on retrouve chez toi à la Baie des Fromages, que j'ai visité à plusieurs reprises. Oui. Et aujourd'hui, on a le bonheur de cuisiner avec des produits italiens EGP, DOP, qui font partie du fameux programme True Italian Taste, mais en français, on dit la différence est dans le goût. Exactement. Alors, les produits, quand on parle de produits qui sont IGP ou DOP, alors DOP en italien veut dire Denominazione di Origine Protetta, ce qui veut dire appellation d'origine protégée. Et puis IGP, c'est des différentes appellations qui, dans le fond, garantissent soit la qualité du produit et le processus de fabrication. Ouais. C'est un saut de garantie sur la façon que le produit était fait et la technique et aussi les ingrédients. Exactement. C'est une façon de dire, bon, lorsqu'on achète tel produit, c'est effectivement la bresaola ou de la Valtellina IGP et non quelque chose d'autre qui était fait dans un autre pays ou ailleurs. Exactement. Non seulement la qualité, aussi l'origine du produit, la place où la production est faite. Alors, en général, les produits qui sont des DOP ou des IGP sont produits dans une région très spécifique. Excellent. Good. Et aujourd'hui, on cuisine deux recettes. Oui, bien, on fait une partie, on va cuisiner avec ces produits d'Italie, mais on va cuisiner deux recettes. Et la première recette, on va cuisiner justement avec la bresaola de la Valtellina, qui est un produit EGP. Oui. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu le nom Valtellina, c'est pas la Sicile, c'est pas la Calabre, c'est pas Naples, c'est vraiment dans le nord d'Italie, juste presque à la confine de la Suisse. Oui. Donc, c'est tout à fait au nord d'Italie. C'est du bœuf séché, assaisonné, et c'est une charcuterie qui se mange à l'année longue. Et moi, j'adore ça, de le consommer ici au Québec, toujours avec des produits du Québec. Et ça s'abîme très bien avec des produits locaux. C'est une charcuterie, c'est du bœuf, dans le fond. C'est du bœuf qui est salé, assaisonné, comme tu disais, produit dans les Alpes italiennes. Alors, vraiment, une spécialité nord-italienne. Et en ce moment, on est dans la période des asperges. Oui. Donc, je vais absolument faire un duo bresaola-asperges et aussi, comme finition, un fromage Montasio DOP. Donc, comment cuire les asperges? C'est souvent le conseil qu'on va parler en ce moment parce que oui, on va parler des produits d'Italie, mais aussi sur les techniques de base en général. Et les asperges, tout dépendant de la grandeur, la grosseur, on en a un qui est tout petit ici, un autre plus gros. Deux écoles de pensée, deux philosophies. Moi, les gros, je les épluche. Je les épluche à l'aide d'un économe. Et c'est toujours très important de l'accoter sur notre planche et d'y aller tout doucement comme ça. Souvent, je vois des étudiants qui font comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait comme ça? On pèse trop fort, on casse ou on abîme l'asperge. Donc, toujours l'accoter sur notre planche et d'y aller délicatement. Est-ce que c'est correct de dire que les asperges plus minces sont plus douces au goût? Les plus minces sont un peu plus tendres. Plus tendres. Donc, pour cette raison-là, les plus minces, généralement, on ne les épluche pas. On ne les épluche pas, on peut les cuire telles quelles.
Par contre, là, je veux partager un petit secret que lorsqu'on travaillait dans des grands restaurants en Italie, même en France, il fallait enlever les feuilles. Donc, moi, des fois, je vais demander à mes étudiants d'enlever les feuilles et ensuite les cuire parce que des fois, à l'intérieur de cette feuille ici, il pourrait y avoir un petit peu de terre dedans. OK. Donc, si ça ne vous gêne pas, on peut le cuire tel quel. Ou si on veut ajouter un petit côté un peu plus raffiné, c'est comme ça. Un ou l'autre, les deux font l'affaire. L'autre chose qui est très importante après, c'est la cuisson dans l'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau parce qu'on veut que l'ébullition reprenne le plus rapidement possible lorsqu'on plonge nos légumes dans l'eau. Jamais à l'aide d'un couvercle. Et vérifiez toujours la cuisson à l'aide d'un couteau. Lorsque elles sont cuites, elles sont prêtes. Là, les asperges, en ce moment, ceux du Québec, vont cuire dans environ 1 minute et demie, 2 minutes. Lorsqu'ils sont importés, ça peut aller jusqu'à 4 à 5 minutes. OK. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Plus que les légumes voyagent, plus long est le temps de cuisson. Plus qu'ils voyagent, plus qu'ils perdent de l'eau, moins d'eau qu'il y a dans les légumes, plus long c'est à les cuire. Donc, ne soyez pas surpris si en ce moment, vos asperges du Québec, dans l'espace d'1 minute et demie, 2 minutes, sont cuites. Et plus tard, dans quelques mois, si vous achetez des asperges provenant d'un autre pays, ça pourrait aller jusqu'à 4, 5, 6. Et ça s'applique aussi pour les haricots verts, pour le brocoli, pour tout. Donc, on a des asperges qui sont déjà prêts. Et ensuite, ça va nous prendre aussi des radis. Des radis qui sont aussi en saison. Et des radis juste simplement émincés tels quels. Et aussi des oignons verts. OK? Oignons verts, il y a beaucoup de gens qui appellent ça des échalotes. Ouais. L'échalote, c'est la tout petite. Ça, le vrai nom, c'est un oignon vert, Ouais. émincé finement. Et c'est hyper simple comme recette. Un peu de sel, un peu de la bonne huile que tu as amenée ce matin. Oui. Oui, parle-moi-en un petit peu de cette huile qui a une couleur magnifique et aussi, j'ai eu le plaisir d'y goûter avant. Là. L'odeur est quelque chose de spécial aussi. Mais en fait, cette huile-là, c'est de l'huile Laudemio di Frescobaldi, qui est une huile qui est produite par, en fait, les producteurs des grands vins toscans, la maison Frescobaldi. Alors, c'est une huile qui provient de la Toscane. Elle a un excellent mélange de doux et de poivré dans le goût. Alors, c'est une huile qui est extrêmement balancée et puis elle s'aligne très, très bien avec ce qui est charcuterie. C'est une huile qu'il faut manger à cru, vraiment, pour avoir le goût idéal, là, vraiment pouvoir savourer le goût de cette huile-là. Excellent. Donc, j'ai dans un petit bol ici mes radis, les oignons verts, l'huile d'olive et un petit peu de vinaigre de vin rouge. Et qu'est-ce qui se passe ici? On fait juste macérer le tout. C'est comme une mini vinaigrette avec un peu de sel. Et là, l'élément principal, c'est notre bresaola qu'on achète en épicerie fine et on demande toujours qu'elle soit tranchée hyper mince, telle qu'elle. Okay? Et on peut l'acheter à l'année longue, tranchée, on l'amène chez nous et laisser de la consommer dans l'espace de 48 heures. Une fois que on est prêt à servir, on choisit nos assiettes, on dépose notre bresaola. Et ça, c'est un genre de plat que moi, je dis souvent, on rend hommage aux producteurs, qu'on essaie de ne pas dénaturer le produit. Ouais. On essaie de le laisser tel quel. Donc, 2, 3 tranches, 4 tranches, la quantité que va vous suffire. Moi, dans la recette, j'en propose 3. Et c'est maintenant ici qu'on va ajouter les asperges du Québec, coupées préalablement en morceaux. Et là, en ce moment, on est dans la période des asperges. Plus tard, on sera dans la période des tomates, après les poivrons, après la courge, après les champignons. Donc, tout dépendant de la saison qu'on se retrouve, on y va avec les produits qui sont locaux. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut préparer à l'avance. C'est quelque chose qui se prépare rapidement si on a des invités. Jusqu'à cette étape ici, avec mes noisettes. Oui. Et ça, c'est des noisettes du Piémont, IGP, qui sont absolument succulentes. Là. Si vous voulez vraiment tomber en amour avec des noix, il faut goûter à ces noisettes ici, du Piémont, IGP. Ces noisettes ici vont donner un petit côté croquant à l'entrée. Et ensuite, c'est la finition finale. Jusqu'ici,
on peut préparer à l'avance, sur limite même 1 heure et demie avant que notre visite, lorsqu'on pourrait avoir de la visite. On met un papier film dessus, on met au frigo. On peut préparer ça à l'avance aussi. Le fait que ça marine, ça fermente un peu, donc c'est bon. Et ensuite, on garnit avec les radis et les oignons verts. Et les radis et oignons verts, encore, on va donner un petit côté piquant, un petit côté épicé. Alors, les noisettes du Piémont sont originaires de, comme le nom le dit, c'est des noisettes du Piémont IGP qui proviennent de la région du Piémont, qui est, comme le nom le dit, vraiment au pied des montagnes, des Alpes. C'est aussi un produit nord-italien, comme d'ailleurs la bresaola qu'on a utilisé dans la recette. Effectivement. Après, on a ce petit vinaigrette ici, de l'huile et vinaigre, qu'on vient arroser un peu partout. Et ça, il faut faire ça comme ça, toujours à l'aide d'une cuillère. On dresse nos assiettes, qu'on soit 2 personnes à table, on soit 4, 6, 8. On dépose toujours nos assiettes et on y va avec notre vinaigrette. Et après, l'élément final pour terminer ce plat, c'est le fromage Montasio. Montasio qui est aussi un produit DOP d'appellation d'origine protégée en italien. Et effectivement, en français, c'est AOP. Et c'est bizarre parce qu'on dit maintenant protégé, parce qu'à une époque, on disait AOC pour contrôler, parce qu'on contrôlait le producteur pour s'assurer que la production soit faite correctement. Mais aujourd'hui, c'est pour le protéger, s'assurer qu'il n'y a pas des malfaiteurs qui font d'autres choses qui ne sont pas tout à fait le vrai produit. C'est des imitations et puis protégé de ça, mais en fait, c'est ça le Montasio. Et puis le nom du Montasio est aussi, ça provient du nom de la montagne, le Montage, qui est dans les Alpes italiennes aussi. Alors, on prépare vraiment une belle assiette nord-italienne. Hein? Nord-italienne avec des touches du Québec, comme des asperges, et tout dépendant des saisons, on s'amuse avec. Comme même en ce moment, c'est la période des fraises. Donc, pourquoi pas quelques fraises aussi? La fraise mélangée avec le vinaigre va donner un beau petit équilibre en bouche. Absolument. À la maison. Excuse-moi, non, vas-y. À la maison, même si c'est une entrée, moi j'aime toujours choisir des grandes assiettes. Ça met en évidence qu'est-ce qu'on fait. Ça le fait sortir l'entrée. Ouais. Souvent, moi je dis souvent que l'entrée, quand on est à table, doit avoir autant de valeur que le plat principal et que le dessert. Donc, je favorise souvent des grandes assiettes et de respecter toujours une partie ici où on ne touche pas à l'assiette. Ouais. Donc, ça sort un petit peu plus. Excellent, c'est tellement beau. Donc, on va mettre ça ici et peut-être plus tard, une fois qu'on aura terminé, on pourra déguster ça avec du bon vin que nous avons. Et là, c'est notre deuxième recette, une recette qui est un peu plus technique, qui aussi introduit des produits qui sont moins connus. Oui, absolument. Surtout l'andouilla, qui est un produit moins connu. Et en fin de compte, je vais faire des pâtes fraîches. Des pâtes fraîches farcies avec une farce de ndouilla. Et l'andouilla, le nom est écrit un peu bizarre. Si on essaie de faire Google, c'est pas évident. C'est un produit typique de la Calabre, exactement où toi et moi on vient. Voilà, c'est un produit du sud d'Italie c'est un genre de saucisson. C'est un saucisson qui... Mais c'est un saucisson qui n'est pas à trancher, mais plutôt à tartiner. Okay. Parce que c'est de la viande de porc qui est incorporée avec de la pâte de piment fort calabrais. Alors, ce qui fait un produit quand même assez piquant, mais crémeux et tartinable. C'est un peu une texture d'un pâté, hein, on dirait. Okay. Et puis c'est ça, il y a plusieurs utilisations possibles pour ça, mais l'incorporer dans des pâtes fraîches, c'est une idée très intéressante. Montrer à la caméra et aux gens à la maison, c'est effectivement quelque chose qu'on peut tartiner. Donc, on voit que c'est comme une purée. Exactement. Une purée qui a une consistance très épais. Oui. Et c'est quelque chose qu'on tartine sur du pain, sur des croûtons. Et le fait que c'est quelque chose qui se tartine facilement et se travaille facilement, c'est une excellente manière de faire une farce.
Oui. Donc, mélanger avec du fromage et avec des épinards. Mais avant ça, je voudrais montrer aux gens aussi comment cuire les épinards. Oui. Souvent, ça bloque et c'est des bobos que je vois souvent dans l'industrie, pas dans l'industrie, mais aussi lorsque on m'invite chez des gens. Donc, d'abord, il faut choisir les épinards, ceux qui sont bonnes. Les bébés épinards sont faits pour une salade. Lorsqu'on fait une farce, lorsqu'on fait une soupe, lorsqu'on fait quelque chose, on doit cuire l'épinard, une garniture, on doit prendre la feuille d'épinard telle qu'elle. OK? Donc, ne prenez pas les bébés d'épinards pour faire cette recette. Les bébés d'épinards sont plein d'eau. Même ceux-là sont pleins d'eau. Et pour la cuisson des épinards, la cuisson idéale, c'est à l'étuvée. Donc, c'est juste un petit peu de corps gras qu'on fait chauffer et on les fait tomber. Et si on ne veut pas prendre du corps gras, on peut prendre de l'eau. OK. Donc, moi, je vais prendre de la bonne huile que tu as amenée. Je vais chauffer l'huile d'olive et je vais faire tomber les épinards. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre autant d'eau que les asperges. OK. Tous les légumes verts, beaucoup d'eau, sauf les épinards. Donc, c'est pour ça que c'est fun de faire ces deux recettes. Parce qu'ils ont déjà tellement d'eau dans le. Ils ont tellement d'eau et ils vont cuire tellement rapide qu'on met vraiment un petit film d'eau au fond ou soit du beurre ou de l'huile d'olive. OK. Et on chauffe le tout, on dépose et ils vont tomber tout doucement. Donc, j'espère que vous êtes capable de voir ça à la maison. Et préalablement laver, égoutter. Et dès qu'on commence en cuisine, on participe avec nos mains, nos yeux, oui, on goûte le nez, les odeurs, mais aussi les oreilles. Okay? Là, il y a un petit son qui sort de là, qui veut dire qu'il y a de l'action qui se passe. Et dans l'espace de même pas une minute, nos épinards sont prêts. Et l'autre chose, autant que je n'ai pas mentionné pour les asperges que les épinards, moi, je ne suis pas un fan, je n'aime pas trop refroidir dans l'eau glacée. Je préfère refroidir sur une plaque, parce que lorsqu'on met dans l'eau, on va dénaturer le produit, on lave le goût. Donc, essayez le plus possible de refroidir sur une tôle ou sur un plateau. Donc, un peu de sel. Et voilà, même pas une minute, les épinards. Aussi simple que ça. Ouais. Et ça ne nous donne pas beaucoup, hein? Non. Ça, c'est un sac. réduit beaucoup C'est quand aussi. on achète à l'épicerie un sac, ils ont été équeutés et ça nous donne juste ça. Et ensuite, une fois qu'ils sont refroidis et essorés, ça ne nous donne pas grand-chose. Donc, rendu à cette étape ici, je vais égoutter, ça nous donne juste ça. Ça, c'est un sac au complet. Un sac au complet. Wow. Mais c'est tout ce que ça nous prend pour faire notre recette. Parce que avec la recette qu'on va partager sur les réseaux, on parle de 150 grammes de ndouya, on parle de 150 grammes de pecorino crotonese, DOP. Donc ça, c'est un fromage au lait de brebis de la Calabre. C'est ça. DOP aussi. C'est ça. Alors, en contraste avec le montasio qu'on a utilisé dans la première recette avec les asperges et la bresaola, le montasio est un fromage au lait de vache, tandis que le crotonese est un fromage au lait de brebis. Alors, le goût est différent, mais là, j'ai quand même un crotonese qui est bien âgé, un crotonese DOP bien âgé. C'est un goût extraordinaire et puis râpé. Ça, c'est un de mes fromages préférés. J'adore tous les fromages au lait de brebis. Et c'est effectivement le crotonese, on peut l'acheter où il est affiné, qu'on le râpe. Et moi, je l'aime aussi lorsqu'il est un peu plus frais. On le coupe en morceaux et on le mange tel quel. Ah, oui. Fromage de table. Donc, les épinards, ils doivent être préalablement hachés. Ensuite, l'autre ingrédient un peu spécial dans cette recette, c'est la menthe. Pas beaucoup, mais juste 4 feuilles de menthe qui va nous donner, ça va nous apporter beaucoup de fraîcheur à notre recette. Ça, c'est de la menthe fraîche. La menthe fraîche, oui. Et l'autre petit conseil, lorsqu'on est prêt pour mélanger notre farce, à cause de justement le piment dans
l'andouilla et aussi la texture. Et c'est un petit peu plus ferme. Je vais avec des gants juste pour m'assurer que ce soit bien à mélanger. Bien mélangé. Donc, ça, c'est une étape c'est essentielle pour avoir une bonne farce homogène. Y aller avec. Vous pouvez même le faire dans un Robocoupe à la maison. Mais j'ai essayé de le faire avec une maryse et à cause de la texture de l'andouilla, c'était un travail qui était un peu plus complexe. Donc, tel quel, avec nos mains, et on mélange cette farce d'andouilla. Et l'andouilla, comme on mentionnait tout à l'heure, ça se tartine sur du pain, mais aussi sur des pizzas, dans sur une des pâte. pizzas, incorporé dans une sauce tomate aussi. Comme au lieu d'utiliser une mayonnaise ou quoi que ce soit dans un sandwich, Oui. c'est quelque chose de bon. Tu sais, on dit une petite anecdote, mais l'andouilla est considéré un aphrodisiaque en Oh Canada. là là. Alors, Tu vas en vendre beaucoup, hein? Tu vas en vendre beaucoup. Mais c'est effectivement quelque chose qui est épicé, qui a beaucoup de goût, qui a beaucoup de caractère. C'est ça. En apéro, super bon, mais c'est très compatible dans tous les plats. Une fois que notre farce est prête, oui, à l'aide d'un sac à pâtisserie, on pourrait faire des petits boules, mais moi, personnellement, je préfère y aller avec les mains et j'essaie d'en faire qui pèse environ 10 grammes. OK. OK? Pas trop gros. Et ça, c'est juste pour respecter un petit peu la forme du baluchon, qui est le fagottino, qu'on fera bientôt. Donc, je vais en faire quelques-unes, là, parce que... Et ça, c'est une pâte que je servirai uniquement en entrée. C'est pas quelque chose que je ferais le mardi soir, une grosse portion avec un verre de vin. Je ferais ça un samedi soir, je reçois, et je servirai une entrée froide avant. Après, une mini-entrée de fagottino. Quelque chose de délicat. Délicat. Ouais. Pas trop. J'en servirai peut-être 4 par personne, 5. Et après, une autre pièce de viande après. Vraiment à l'italienne, un 3 Primo, services. secondo. Ouais, primo, secondo et antipasto, primo et secondo. Donc, voilà mes petites tas ici. Je vais juste mettre de l'eau sur le feu parce qu'on va faire des pâtes et on va les déguster, les cuire, les déguster. Et là, je vais me préparer pour faire les fagottini. Et les fagottini, qui est une recette un peu spéciale qui existe nulle part en Italie. Ce n'est pas un grand classique. C'est plutôt quelque chose d'un peu plus moderne. Mais c'est excellent. C'est tellement joli. Ça se présente bien. C'est quelque chose qui est, comme on disait, si on veut faire quelque chose de délicat, c'est beaucoup plus délicat et original qu'un ravioli ou qu'un... C'est plus simple, je trouve. C'est pour ça que je souhaitais partager ça aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent. Donc, ça nous prend notre pâte fraîche, OK? La pâte fraîche, que ça aussi, vous allez avoir la recette. 300 g de farine, 2 tasses de farine, 300 g. Mais je préfère peser, c'est beaucoup plus précis que les tasses. 3 œufs, 2 jaunes et une pincée de sel. On mélange, on pétrit, on laisse reposer 15-20 minutes. Après, on est prêt pour travailler. Au niveau farine, lorsque la pâte est farcie, j'utilise uniquement la farine de blé tendre. Ça, c'est la farine d'usage. Okay, je ne mets pas la sémolina. La sémolina, j'utilise ça uniquement quand c'est une pâte non farcie. Voilà. Un petit morceau. Même si j'ai beaucoup de pâte, on coupe toujours un petit morceau. Et le reste, on doit immédiatement re-envelopper pour éviter que ça sèche. OK. Un peu de farine. Et ici, j'ai mon baignoire à pâte qui est déjà installé. Et lorsqu'on coupe notre pâte, un peu de farine, on doit toujours aplatir avec nos mains telles quelles. OK? Il ne faut jamais faire ça. Il faut toujours aplatir et on veut essayer d'aplatir, grosso modo, la même forme que notre laminoir. Okay? Si on est moins bien équipé à la maison et on n'a pas de laminoir, on peut la rouler? Au rouleau, c'est un peu plus difficile. Au rouleau, c'est un peu plus difficile. OK. Attention, je vais juste placer ça un peu. OK.
Au rouleau, c'est un peu plus difficile, mais si on est passionné et on est capable, pourquoi pas. OK? Donc, on y va un coup au numéro qui est le plus grand. Ensuite, on rapetisse. Cela fait en sorte que le rouleau se ferme et notre pâte devienne plus mince. Et dès qu'on sent qu'elle est un peu collante, on met un peu de farine. Et on y va, tel quel, une fois, deux fois. Encore une autre fois. Un peu de farine. Ça, c'est encore un plaisir que j'adore faire. C'est toujours mes pâtes fraîches. C'est le bonheur de faire ça en famille, en gang. C'est une bonne activité, c'est une bonne activité pour faire en famille. Puis souvent, les gens ont peur de faire des pâtes fraîches à la maison. Hein. On dirait que c'est comme quelque chose qui fait peur aux gens, mais c'est tellement simple et bon. Oui. Donc, on est rendu à la fin. Et c'est toujours très important de tourner le sens de l'horloge. Et avec la main gauche, si on est des droitiers, on lève la pâte. Et voilà, ça c'est fini. Et là, je suis prêt pour faire les fagottini. OK? Je suis prêt pour faire les fagottini. Je vais juste couper ici les bouts. Et puis nos retailles, si on les garde, comme ça, on peut les réutiliser. OK. OK? Les repasser dans la machine. Oui. On a notre machine à café qui commence à faire du bruit. Mais c'est vrai, hein? Elle s'est éteinte, Ouais. mais en fait, ça me donne l'opportunité de vous parler un peu de la machine à café. On va la réallumer pour le café après. Oui, c'est ça. En répondant à une question qui est de nous envoyer des commentaires avec vos produits italiens authentiques préférés. En répondant à quel est votre produit authentique préféré, vous courez la chance de gagner cette fantastique machine à café DeLonghi. Et puis, les résultats du tirage seront annoncés dans quelques jours. OK, good. Donc, quelqu'un qui va gagner cette machine, c'est super le fun. Oui. Pour les fagottini, c'est très facile. On coupe, bref, on veut des carrés. Donc, on fait des carrés, grosso modo, 7 cm. OK? Et les carrés ne doivent pas être plus gros que ça. Et bref, tout à l'heure, j'ai dit que les boules de farce doivent être 10 grammes. Et tout est proportionnel pour que ça rentre à l'intérieur. Et ça nous fait des fagottini qui vont être parfaites. OK? Donc, j'ai essayé d'expliquer dans la recette où on prend les extrémités ici et là, on les colle. Et après, on prend l'autre extrémité, de l'autre côté, on colle. Okay? Et après, on vient chercher les deux et on fait comme ça. C'est comme le petit jeu de papier, là, je ne me rappelle plus comment on appelait ça. Là. Oui. Quand on était enfant, là. Donc, mais c'est vraiment une petite pochette. On appelle ça un baluchon. Oui. On fait des baluchons avec du pâte filo, avec toutes sortes de pâtes. Et en italien, on appelle ça un fagottino, farci souvent de viande, poisson ou des légumes. Et farci avec l'andouilla, qui a beaucoup de personnalité parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de farce. Oui. Il y a une belle explosion de saveur et de goût en bouche. Donc, un petit conseil lorsque vous voulez faire ça à la maison, toujours faire vos boules à l'avance. Prendre toujours un petit morceau de pâte. C'est inutile d'en faire trop. Et lorsque vos fagottini sont prêtes, immédiatement les déposer sur un plateau muni de papier parchemin et bien fariné. Si on veut partir et faire une bonne production et on veut congeler, on prend le cabaret au complet, on met au congélateur et ensuite on doit uniquement juste prendre directement du congélateur et mettre dans l'eau. Donc, voilà.
Donc, c'est une forme en ce moment, à l'ETHQ, on a passé 3 semaines avec des étudiants à faire juste ça. Donc, ils sont un petit peu à la mode, ils sont cute, c'est mignon. Et c'est encore quelque chose que je servirais uniquement en entrée et jamais en plat principal. Donc, pour un samedi soir, lorsque vous recevez, calculez toujours 4-5 portions. Et si vous suivez la recette telle qu'elle, 150 grammes, 150 grammes et un sac d'épinards, ça vous donne l'équivalent de 36 fagottini. Ah, ben parfait. Maintenant qu'on peut commencer à recevoir encore, c'est... OK. Je vais juste terminer ces 3 ici et après, je vais les plonger dans l'eau et on pourra déguster nos fagottini. Faites avec l'andouille di Spilinga. Spilinga en étant le village natal, si on veut, de l'andouille, où lorsque elle est produite là, c'est DOP. Exactement. Et c'est vraiment dans le sud de la Calabre, côté ouest. Côté ouest. Côté ouest, juste à côté de Tropea. Tropea qui est une destination formidable pour aller en vacances sur le bord de la mer en Calabre. Good. Excellent. Donc, j'ai de l'eau qui bout ici. Et là, un peu de sel dans l'eau. OK. Et là, on va plonger les fagottini dans l'eau. Et on peut y aller un à un. Et encore, l'important, c'est qu'on veut que l'ébullition reprenne le plus rapidement possible. Ça, c'est avec tout pâte en général. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on met... dès qu'ils montent, surtout qu'ils ont été sont fraîches, peut-être 2 minutes. OK. 2 minutes. Donc, on va mettre ça ici. J'ai mis 2 assiettes pour le dressage. Et la sauce tomate. Et j'ai d'autres fromages ici, encore du pecorino crotonese pour garnir. Okay? On ne met pas de fromage au lait de vache. Parce que, bon, on est dans le brebis, on reste dans le brebis. Oui, c'est ça. Sauce tomate. Oui, parmi la sauce. Oui, sauce tomate, ça a été fait avec des tomates San Marzano DOP. Simplement de la bonne huile d'olive, de l'oignon, de l'ail haché finement, sué tout doucement. On met la canne de tomate, la tomate est entière, préalablement passée au moulin à légumes. On cuit 15-20 minutes et le tour est joué. C'est une sauce tomate. J'ai rien mis dedans parce que je trouve qu'il y a assez de goût et d'intensité de saveur que c'est assez. Basilic après, juste comme finition. Donc, ça. Alors, la tomate DOP, la tomate San Marzano DOP est une tomate. La production de cette tomate est faite dans le centre de l'Italie, vraiment en Campanie. C'est un produit qui est... la zone de production est très restreinte. Il n'y en a pas beaucoup de produites en Italie. Alors, et puis chaque canne est numérotée. C'est vraiment un produit très, très, très spécial. Quand on utilise une tomate San Marzano DOP, comme tu dis, on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup pour que la sauce soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le goût, c'est une tomate rouge, allongée avec de rouge vif. Oui. Vraiment un produit exceptionnel de qualité. Et comme dit San Marzano, c'est le village San Marzano. C'est ça. Le village San Marzano ou le territoire dans la Campanie, à Naples. Et la beauté de ça, c'est que la tomate en Naples, c'est unique, qu'on ne retrouve même pas en Sicile, en Calabre ou ailleurs. Exactement. C'est ce qui fait la beauté d'Italie, que chaque région a ses produits un peu fétiches qui méritent le déplacement. Oui. Donc, je vais juste chauffer ça. Le pecorino est prêt, l'huile d'olive est prête. J'ai du basilic ici, provenant mon petit potager dehors. Et on est presque prêt à terminer l'assiette. Normalement, j'aime toujours bien de cuire mes pâtes dans ma sauce à la fin, comme finition. Ouais. Et à cause qu'il y a tellement de détails dans les fagottini, je vais faire le contraire aujourd'hui. OK. Je ne me contredis pas, c'est juste... des fois, il y a des exceptions dans la vie et voilà une. Donc, un peu de sauce au fond, et pas beaucoup.
Ça sent tellement bon. Un peu de sauce et après on est prêt à dresser nos fèves fumées. Et encore, à la maison, qu'on soit 2, 3, 4, on fait toujours le même geste pour tout. On met la sauce partout, après on commence à mettre les pâtes partout. Et je vois, j'en fais une. Je ne fais pas une assiette, après je donne à la personne, après je me rends compte que l'autre assiette, il y a une erreur. Okay? Donc on fait toujours l'action comme ça. Et avoir eu 4 ou 6, je ferai 1, 1, 1, 1. C'est une bonne façon de dresser et aussi que le tout soit égal. On ne voudrait pas arriver à la fin, oups, il y en a un qui s'est ouvert, il m'en manque un. Et pourquoi toi 5 et moi 4? Donc, non, on va éviter la chicane. Ouais. Tout le monde a 5, un peu de fromage, pecorino, très peu, et basilic en finition, qu'on décide de mettre un bouquet ou qu'on décide d'y aller des fois en mini-feuilles un peu partout. Ça encore, c'est des philosophies qui s'appliquent selon comme on veut. C'est des tendances. Un petit filet d'huile d'olive. Et ce plat ici est prêt à être dégusté. Et aussi, lorsqu'on mange bien, il faut bien boire aussi. Hein? Ah oui. Il faut bien boire. Et on a du vin aussi. Un Barbera du Piémont, un Barbera piemontais, bio du Piémontais. Et on a aussi un Mare Chiaro, qui est un Chiro, un vin blanc. Ça, c'est très, très moins connu parce que c'est un vin blanc de la Calabre. Oui. Et la Calabre a beaucoup de bonnes choses, surtout au niveau bouffe. Il est très faible dans le vin et dernièrement, il commence à se mettre à jour un petit peu. Donc, le Chiro, un super bon vin de la Calabre. Et qu'est-ce qui est spécial, c'est que même avec l'Andouilla, qui est épicé et tout, les deux vins sont hyper compatibles. Et les deux vins sont disponibles à la SAQ en ce moment et à l'année longue. Donc on est rendu, Patricia, ici que nous, c'est le temps de déguster. On a aussi la machine à café. Le café. Il y a aussi le tirage pour les gens qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés, de participer avec soi un commentaire, c'est quoi votre produit EGP ou DOP préféré, ou un commentaire en partageant la vidéo, et vous devenez éligible pour gagner cette machine à café. S'il n'y a personne qui participe, ben, il reste chez nous. Donc, on est peut-être. On prend-tu un café ou on fait du café maintenant? On peut faire un café, oui, absolument. On va se faire un petit café qu'on pourra déguster avec les biscuits Orelliette. Oui, et en même temps, on voit qu'il y a des questions qui nous arrivent des gens de la maison, et je vais me permettre de les lire. Excuse-moi, j'ai fait du bruit pendant... On va attendre. OK, il y a des bonnes questions ici, hein? Donc avant qu'on continue, je vais juste me corriger. Le Barbera Bio, c'est un vin de la Emilia-Romagne. C'est ma faute. Je pensais que c'était Piémont parce qu'en Piémont, il y a un cépage qui s'appelle Barbera. Mais ça, c'est le nom du vin. Donc on a des questions ici sur où est-ce qu'on peut trouver la Bresaola. C'est la personne clé pour répondre à ça. Alors en fait, la bresaola, on la retrouve dans tous les magasins de produits spécialisés, surtout des magasins qui se spécialisent en alimentation italienne, dont la Baie des Fromages sur la rue Jean-Talon, comme exemple, ils en ont régulièrement. Et puis c'est ça, nous on en vend dans toutes les boutiques alimentaires italiennes, vous en trouverez. Excellent. Souvent en français, ils appellent ça la viande de grison. Oui. C'est le nom que est employé en France et en Suisse. Parce que c'est un produit qui produit également en Suisse beaucoup. Mais celle de la Bartellina EGP est bien meilleure. Il y a une question ici, si on n'aime pas le piquant pour le saucisson de l'andouilla, mais si on n'aime pas le piquant, on est vraiment mal pris, hein, parce que c'est piquant ça. Oui, c'est si on n'aime pas le piquant, je pense que dans ce cas-là, on est mieux d'utiliser d'autres choses ou simplement faire d'autres choses. Moi, des fois, quand on me dit j'aime pas le piquant, ben mange pas ça là. Non, non, c'est vraiment un produit pour les gens qui aiment le piquant, qui aiment le piment calabrais est un piment qui est un peu, il y a une petite touche de fumée, c'est quelque chose de très particulier comme goût, mais c'est piquant.
Il faut aimer le piquant. Si on veut le remplacer par un autre saucisson, le seul défaut, c'est qu'on ne retrouve pas d'autres saucissons qui ont cette texture-là, qui fait en sorte qu'on est capable de mélanger facilement. C'est ça. Moi, je vous conseillerais plutôt de prendre des épinards, prendre le pecorino et mettre de la ricotta. C'est ça. Et ça va devenir une farce végétarienne, homogène, et aussi bon, et aussi bien. Et vous ferez des fagottini, la ricotta. La même sauce, c'est ça. Comment on conserve les pâtes fraîches non utilisées? Mais si les pâtes sont fraîches, sont faites, on les fait la journée même, on peut les laisser dans le frigo enveloppées de papier film. Mais pas plus que 6 heures parce que quand même dans le frigo avec l'humidité, la pâte va commencer à prendre l'humidité. Je vous conseille toujours de les congeler. Que ce soit des fagottini, des raviolis, tortellini, tortelli, toutes les gammes de pâtes farcies, même des gnocchis, les congeler et après vous les mettez dans des sacs Ziploc, des petits contenants en plastique, et après du congélateur directement dans l'eau. Plutôt que de les mettre au frigo, les mettre directement au congélateur. Au congélateur. Si j'en fais aujourd'hui, je sais que bon, on va manger dans 1 heure ou 2, moi je les mettrai au frigo. Okay. Mais si j'en fais beaucoup, parce que bon, c'est samedi après-midi, on fait des pâtes fraîches, on en fait beaucoup, on veut les conserver, c'est toujours mieux de les congeler. Très bon conseil. Oui, on est presque rendu à la fin. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oh oui, il y a d'autres questions. Alors, une question qui m'est donnée, c'est comment enlever l'acidité des tomates? Comment enlever l'acidité des tomates? Alors, est-ce que tu me permets de répondre à ça? Oui, moi, vas-y, j'ai une philosophie là-dessus aussi. Alors, mon opinion personnelle, tu me corrigeras, chef, mais selon moi, en utilisant une bonne tomate, elle n'est pas acide. Alors, en partant, il y a des gens qui rajoutent un peu de sucre, une petite pincée de sucre ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je n'utilise jamais le sucre parce que je trouve qu'une tomate DOP, San Marzano, elle est naturellement douce et très peu acide. Alors, en la cuisant, je suis 100% d'accord avec toi. La bonne cuisine commence avec le bon produit. C'est ça. Et un produit qui a été cueilli au bon moment, surtout la tomate, est beaucoup moins acide qu'une tomate qui était cueillie trop en saison ou une tomate qui a voyagé, surtout lorsqu'elle est fraîche. Malgré ça, la tomate a quand même des petits points d'acidité, un peu comme un pamplemousse, un orange. Oui. C'est tout à fait des phénomènes normaux. Mais la meilleure façon techniquement pour encore baisser le taux d'acidité, c'est de bien suer l'oignon. L'oignon qui a beaucoup d'eau, de végétation, des huiles essentielles et beaucoup de sucre. Si l'étape de suage est faite très doucement, on va chercher le sucre de l'oignon et c'est presque sucré elle-même. On n'a pas besoin de mettre d'autres sucres artificiels ou d'autres sortes de condiments sucrés là. Mais c'est vrai, une bonne tomate, déjà la moitié de la tâche est faite. Après, il s'agit juste de bien faire suer l'oignon. Ah oui. On a-t-il d'autres questions? Je pense que non, c'est tout, hein? Attendez, on a d'autres questions. Moi, je veux manger là et on a d'autres questions qui arrivent. Alors, une des questions, c'est où trouver les produits. Alors, comme j'ai mentionné, tous les produits que vous voyez aujourd'hui sont disponibles dans la plupart des boutiques spécialisées alimentaires, boutiques alimentaires spécialisées, pardon, dont notamment celle de ma famille, la Baie des Fromages, sur la rue Jean-Talon et Papineau. Mais moi, je pense qu'il est temps qu'on boive un peu du café Pellini. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Comme ça, on va dire à la personne qui va la gagner, la machine, si le café est bon ou pas bon. C'est ça, exactement, on va goûter à ça. Donc, un bon l'odeur café. est bonne, en tout cas. L'odeur est bonne. Oui. Et je sais pas, je pense qu'on est rendu à la fin de notre... Les biscuits. Oui. Non, attends, avant qu'on finalise, on va manger un petit biscuit. Ça, c'est des fameux biscuits de... Comment on les appelle? Orelliette, hein? Oui. Orelliette. Importé par les importations Papy. Très bon. Mais ça complète aussi un bon repas. À la fin, après le dessert, avec le café, des lignardises. Et ici, il vous reste un petit fond de vin rouge, même avec du vin rouge.
Pourquoi pas? Donc, merci beaucoup Patricia pour être ici avec moi et m'aider à expliquer ces produits DOP et GP Italie. Merci Pasquale de m'accueillir chez toi dans ta fantastique cuisine Merci. et puis de nous préparer ces délicieux... Merci à tout le monde qui nous ont suivis et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de commenter, questionner, d'envoyer des questions. La Chambre de commerce et les gens derrière les réseaux sociaux vont faire en sorte que soit Patricia ou moi, on va avoir accès aux questions pour répondre à ça. Donc, alors, on va juste, avant de terminer, j'aimerais juste remercier une dernière fois les partenaires qui ont rendu tout ça possible. Alors, premièrement, il y a les importations mini-italiens, la baie des fromages, les importations Papy, le café Pellini, l'eau minérale Lourizia qu'on a dégusté pendant notre travail, et puis les biscuits Orelliette. Alors, j'aimerais remercier tout le monde qui a participé à cet événement. Oui. Et puis, ça a été fantastique, Pasquale. Je te remercie énormément. Merci Patricia, ça a pris 45 minutes. J'espère que vous avez aimé la maison. Encore, n'hésitez pas de poser vos questions, de partager et de vous impliquer avec vos choix préférés de produits DOP et GP pour gagner la machine à café. Merci Patricia et à tout le monde à la maison qui nous écoute. À la prochaine. Ciao, ciao.